Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette émission. Aujourd'hui, le magazine qui braque les projecteurs sur ces citoyennes et ces citoyens qui s'engagent pour une planète plus verte, plus durable et plus juste. Alors à l'heure de la course aux cadeaux les plus fous, les menus Noël les plus débridés, à l'heure des bûches et du foie gras, cap sur ces hommes et ces femmes qui militent pour des fêtes plus responsables avec des produits locaux. Festoyer dans le respect de l'environnement, n'est-ce pas une contradiction dans les termes? Eh bien cette question, je vous la poserai à toutes et à tous qui êtes avec nous ce soir. Merci d'être là. Alors on va commencer par un petit tour d'horizon de vos différentes spécialités. Anna Balès, vous êtes dans le prêt de vêtements, c'est ça? C'est ça. Donc nous, on prête des vêtements par abonnement. Donc c'est une bibliothèque de vêtements. Aujourd'hui, c'est pour les enfants et pour les futures mamans. Bientôt, ce sera pour tous. Et l'idée pendant les fêtes, c'est pour nos abonnés de pouvoir, de façon temporaire, se faire plaisir sur des vêtements qu'elles n'auraient pas forcément achetés pour le prix ou pour ce qu'elles n'auraient pas osé mettre. Voilà. Et donc vous êtes déjà, puisque vous le mentionnez, hein, vous êtes vraiment dans l'esprit des fêtes pour l'instant. Oui. Donc c'est inscrit, quoi. Ah oui. Lise Rose, vous aussi, vous êtes dans les fêtes pour l'instant, vous avez les fêtes en ligne de mire? Tout à fait. Donc moi, mon activité, c'est de recycler les chambres à air de vélo. Et donc, je les transforme en trousses, en sacs. Et donc, évidemment, on est vraiment dans les fêtes pour le moment. Donc vous faites des marchés de Noël. Donc vous fabriquez des cadeaux. Ce sont des objets d'artisanat, oui, mais avec du matériau recyclé. Oui. Et donc, voilà, les gens s'intéressent au recyclage de plus en plus. Et donc, comme on est dans les fêtes, c'est une très bonne... c'est une occasion. Et vous nous expliquerez tout à l'heure si effectivement ça a du succès et si ça marche. On va passer du côté des plaisirs de la table avec vous, Véronique Saussier. Donc vous n'êtes pas venue seule, j'avais envie de dire. En tout cas, vous nous présenterez plus tard vos fromages. Mais donc vous avez lancé le premier bar à fromage à Bruxelles. Alors oui, on a ouvert au mois d'août, rue du Marché au Charbon, au centre-ville, une image un petit peu différente de la fromagerie, puisque l'idée c'est d'abord, notre métier c'est fromager, donc c'est d'abord de vous proposer un choix de fromage, mais aussi parce qu'on est gourmand, l'idée c'est que vous puissiez les manger sur place. Il y a une jolie table d'hôtes qui vous accueille du mardi au dimanche. Et alors votre spécialité, ou en tout cas votre intérêt, c'est le patrimoine fromager belge. Alors c'est plus un intérêt qui est né avec ma venue en Belgique. Oui, parce que vous êtes française, hein, et c'est vrai que ça peut paraître... Ça arrive, je suis désolée. Non, mais donc voilà, une fromagère française, mais qui s'intéresse au fromage belge. Parce qu'en fait, mon intérêt pour les fromages, c'est d'abord un intérêt de terroir et de patrimoine. Donc il apparaît que dans toutes les régions du monde, on fabrique du fromage de façon différente. Et la Belgique a pour moi un intérêt tout particulier qui est lié à son histoire avec les fromages d'abbaye. Et je trouve que c'est dommage qu'on ne le mette pas assez en avant et que, comme vous le disiez, on festoie avec des fromages qui viennent d'ailleurs. Et donc vous nous expliquerez qu'il y a moyen de faire la fête avec les fromages de chez nous. Vous nous expliquerez ça tout à l'heure. Damien Bouchéry, vous êtes le chef du restaurant Bouchéry. Et vous aussi, dans votre restaurant, vous êtes engagé pour recomposer un peu le menu dans un sens plus local, dans un sens plus légumier, si on peut dire. Oui, on essaye de mettre aussi le légume en avant, en travaillant avec des maraîchers. Il y a de plus en plus de maraîchers qui s'installent au port de Bruxelles, entre autres. Donc, on essaie de travailler, pas que, mais il y a beaucoup de choses il y a plus de choses, je pense, à redécouvrir, à travailler dans le travail du légume qu'une viande ou d'un poisson. Donc, le panel est plus intéressant. Ouais. Avec aussi cette question environnementale et ces valeurs que vous partagez tous ici, hein, je suppose, en tout cas en vous écoutant, pour le durable, pour le respect de la planète, le respect en effet des producteurs et du consommateur, du coup. Oui, de toute façon, ça va de pair. Hein. On essaye de prendre soin de nos clients aussi en faisant manger des choses saines. Ouais. Alors Eric Rogman, vous êtes producteur de chicon. Le chicon, c'est un produit de fête, on peut dire. Oui. Parce que ça peut paraître inhabituel aussi. Hein. On ne s'attendrait pas forcément à ce qu'on présente le chicon comme un produit, comme un légume de fête.
C'est quand même allez, Chicon plein terre, en tout cas, c'est quand même un produit spécial de saison, de terroir. Et donc, quand même, traditionnellement, on le vend surtout autour de Noël et de Pâques. Alors, Donc, vous êtes un producteur de chicon un petit peu particulier parce que vous travaillez le chicon vraiment à l'ancienne, selon la tradition des anciens producteurs de chicon. ouais. Donc c'est vraiment à la façon quasi comme on le faisait il y a 100 ans. Donc vraiment aller de retour aux sources. Donc je prends mes propres semences et mes propres variétés. Et ça, c'est pas le cas de tout le monde. Alors, on en voit quelques images d'ailleurs. Hein. Ça, ce sont des chicons que vous faites pousser donc chez vous. Maintenant, vous êtes à Campenhout, mais vous avez commencé à Aron. Ouais. Oui, j'ai donc commencé j'ai appris le métier des vieux paysans qui m'ont accompagné un petit peu. J'ai pu prendre les graines d'eux et les continuer moi-même. Donc, c'est pour ça que vous dites que vous travaillez avec vos propres semences, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Non, donc la plupart utilisent des variétés hybrides qu'ils achètent dans les... voilà. Souvent des grands producteurs de graines et c'est des variétés beaucoup plus uniformes, beaucoup plus, comme avec tous les légumes, plus résistants aux maladies, mais que je trouve moins bons. Donc vous travaillez avec vos propres semences. Ouais, donc moi je les choisis vraiment selon mon goût. Donc ça fait pour moi, je trouve, un légume qui a plus de caractère, plus de goût. Et puis après, vous le travaillez comment ? Donc là aussi, il y a différentes manières. Hein, Oui. Donc il y a 90% des producteurs de pleine terre. Donc en fait, il y a déjà 10% des producteurs qui font pleine terre. Le reste, c'est l'hydroculture. Dans ces 10%, il y a encore 90% qui les font d'une façon... ils utilisent les hybrides et des façons un peu moins intensives et un peu... plus un compromis avec la grande production, tandis qu'il y a 10% qui font vraiment la façon traditionnelle. Où on couvre les chicons de pleine terre, vraiment, parce que les autres sont plantés en pleine terre, mais ne sont pas recouvertes. Et voilà, on n'utilise pas d'engrais. Moi non plus, je ne chauffe pas, donc je les laisse venir naturellement, ce qui font qu'ils sont beaucoup plus tendres, beaucoup plus douces. Et voilà, ça fait un produit tout à fait particulier que moi je trouve le meilleur qu'il y a. Ouais. Bon, malheureusement, on ne pourra pas en goûter ce soir pour se faire notre idée. Mais donc, effectivement, on a bien entendu, en tout cas, que c'était une forme d'engagement, que ça prend du temps, que c'est plus long à fabriquer. Anna Balès, est-ce que pour vous aussi, cette manière de travailler, donc cet engagement, cette idée d'aller plutôt vers le prêt de vêtements plutôt que vers la vente, c'était une forme d'engagement aussi? Alors c'est un engagement dès le départ parce que l'idée c'est de fabriquer mieux. Donc on fabrique une grande partie des vêtements qu'on met en location. C'est même fabriqué à Bruxelles, à Touré Taxi. C'est fabriqué, c'est vous-même, hein, vous le fabriquez Non, moi-même, moi je ne sais pas quoi. Enfin, je veux dire vous-même, c'était un vous collectif plutôt. Donc nous, on a un atelier en insertion, voilà, donc des personnes qui sont formées à la couture pour fabriquer localement des petites séries. On écoute aussi beaucoup nos abonnés, ce dont elles ont envie. Et d'ailleurs là, on savait qu'en ces périodes de fête, elles avaient envie de choses de fête qu'elles ne mettraient pas d'habitude. Donc ça, c'était très intéressant aussi de faire des choses pour elles. Ça, on voit ici notre showroom qu'on a à Saint-Gilles. Voilà. Et donc, oui, voilà, l'idée, c'était de fabriquer mieux avec des plus beaux tissus, valoriser les designers locaux. On a beaucoup de gens qui viennent de la Cambre aussi, qui travaillent avec nous. Et au lieu de les vendre, parce que c'est cher, évidemment, tout ça a un prix, on les loue. Et donc, on partage le prix entre plusieurs personnes pour pouvoir proposer des vêtements très qualitatifs. Voilà. Véronique Saussier, quand on parle d'engagement, de valeur, de temps, de difficulté aussi, de se lancer dans les choix, ou en tout cas d'aller dans la direction qu'on a choisie, vous parlez de ces fromages belges que vous avez envie de mettre en valeur, et vous disiez tout à l'heure qu'ils n'étaient pas assez reconnus. Et ça, vous vous en rendez compte? Donc vous allez voir les producteurs? Alors,
Je crois que dès qu'on est un petit peu dans cette sensibilité dont on parle maintenant, on va quitter un peu l'agroalimentaire et essayer de trouver chacun son producteur, que ce soit son producteur de chicon, que ce soit son boulanger. Au niveau du fromage, c'est un petit peu la même chose. La particularité belge, c'est que la plupart des fromagers, fabricants, ne sont pas producteurs de lait. Donc ils achètent du lait et ils vont fabriquer à la fois des fromages au lait de vache, des fromages au lait de brebis, des fromages au lait de chèvre. Donc c'est quelque chose qui est intéressant pour nous, détaillants, puisque chez chacun de nos producteurs, on peut trouver effectivement différentes variétés dans les différentes familles de fromages qui vont nous aider à composer un plateau. Par rapport à cette sensibilité qu'exposent les invités, je crois que le fromage a bien sa place. Le fromage est un produit de tradition. C'est souvent un produit qui était fait à la ferme par les femmes pour nourrir la famille et qu'il doit rester dans cette sensibilité. C'est un produit noble, c'est le lait d'un autre animal, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps. Beaucoup de connaissances en termes de fabrication. Donc, comme tu le disais, je crois qu'on respecte à la fois nos producteurs, nos produits et nos clients quand on peut proposer ce type de produit. Et alors justement, pour ces fromages belges dont vous disiez qu'ils n'étaient pas suffisamment reconnus, j'avais presque envie de vous dire comment c'est qu'on a besoin d'une fromagère française pour venir nous montrer, pour venir nous instruire presque sur les qualités de notre terroir et de notre patrimoine fromager. Non, je ne revendique pas le fait de vous instruire. Je crois que c'est ce qui m'a fait venir en Belgique, c'est cette particularité qu'a la population belge d'être très humble. Et du coup, on en oublie peut-être un petit peu les valeurs. On va acheter du vin en France, on va acheter du fromage en France. Je suis vraiment surprise des connaissances des gourmets belges en termes de cuisine du monde. Voilà. Mais peut-être qu'il y a eu à un moment donné on a un peu tourné le dos à ces produits locaux parce que c'était pas assez bien, justement. Ouais, mais c'est difficile. Dans votre magasin, vous vous rendez compte que quand vous êtes face à un client, il ne va pas automatiquement vers le fromage belge. Alors, il y a deux types de populations dans le magasin, deux types de clientèle. Nous, on a la chance d'être dans le centre-ville de Bruxelles, dans le quartier Saint-Jacques, donc beaucoup de touristes, ce qui veut dire qu'effectivement, là, on a une forte demande de produits belges parce qu'ils veulent repartir avec... si en plus c'est estampillé avec le petit drapeau ou avec marqué fromage de Bruxelles, ça c'est chouette. Mais parfois c'est difficile d'essayer de vendre du Herve à un Belge parce qu'il y a des mauvais souvenirs, parce que c'est un fromage qui sent mauvais, qui est trop salé. Oui, puis il y a eu aussi l'affaire. Et puis il y a eu la crise du Herve au lait cru. Du fromage au lait cru il y a plus ou moins 2 ans. Alors que pour moi c'est quelque chose. C'est un fromage de terroir qui est formidable. C'est toute une histoire. Ce sont des gens derrière. Ce sont essentiellement des femmes. Et on doit en parler. Et j'ai du mal à concevoir qu'un touriste qui rentre chez moi ne reparte pas avec son Herve et son petit sirop, mais alors un petit sirop de Liège. Et bien justement, vous en avez apporté. D'ailleurs, vous allez nous les faire goûter, ces fromages. Vous allez peut-être d'abord nous expliquer ce qui se trouve sur votre plateau de fromage. Alors, il n'y a que du belge. Que du belge. Oui, que du belge. L'idée, c'était de vous montrer que toutes les familles de fromage peuvent être représentées. Il manque juste ici le fromage de brebis. C'est un petit peu difficile. La saison recommence tranquillement sur les laits de brebis. Mais on a à la fois des pâtes dures de chèvre ou des pâtes dures de vache. Les petites étoiles sont c'est une pâte dure de vache, des fromages de chèvre. On peut s'amuser à décorer tout ça. Le Herve, justement, on a essayé de le rendre festif grâce à son acolyte, le petit sirop d'Aubel, qui est un véritable sirop traditionnel. Des choses qu'on peut associer aussi, les confitures, tout ce qu'on peut faire, qu'on peut trouver dans les campagnes et qu'on trouve aujourd'hui dans des petites épiceries de produits locaux. Il y en a pas mal à Bruxelles, ça se développe bien. Je crois qu'on peut vraiment s'amuser avec le produit. C'est pas parce qu'il vient de loin qu'il est plus drôle ou plus festif, quoi. Ouais, et ben donc justement, vous nous expliquerez aussi que
on peut tout à fait concevoir un plateau de fromage pour les fêtes qui soit local, durable et qui provienne de producteurs locaux. Je vais peut-être vous laisser faire quelques petites découpes pendant qu'on va continuer à passer la parole. Et je peux vous dire qu'effectivement, ça sent la spécialité fromagère dans ce studio. Dommage que vous ne pouvez pas suivre l'émission en odorama. Ça vous donnerait une idée. Alors, Damien Bouchéry, pour vous aussi, le fait de travailler plus les légumes, vous avez d'ailleurs à un moment donné essayé de lancer votre propre potager pour votre restaurant. Est-ce que ça implique toute une organisation et aussi un temps de préparation, des difficultés supplémentaires, cet engagement dont je parlais tout à l'heure? Nous, idéalement, on aurait voulu avoir notre propre potager qu'on a eu pendant une saison. Petit, mais on peut pas, j'ai pas de frères jumeaux et on peut pas faire les deux tout de suite. On y allait que les week-ends, mais c'était la jungle. Enfin, c'est un travail quotidien, surtout en saison. Donc ça, on a un peu... Voilà, j'ai toujours un petit potager à la maison, donc une toute petite partie de la production qui vient de là pour le restaurant. Mais voilà, après, c'est un travail. Donc nous, on travaille avec des maraîchers. On a nos premiers chicons qui sont arrivés. Mais qui ne viennent pas de chez Eric Rodman? Non, on est encore plus près, mais je viens de découvrir Eric. Donc voilà, on est toujours ouvert. Hein. C'est pas parce qu'on prend au plus près, on prend... Voilà, souvent, il y a un équilibre entre le propre, le prix, le goût, surtout le goût en général. Enfin, je dirais même la proximité, vous disiez, c'est ça? Oui, la proximité, toujours. Mais ces légumes, il faut savoir que c'est un travail de titan parce qu'il faut laver. Et pas que laver, c'est vraiment... Il y a de la terre qui s'infile de partout. J'ai des chicons comme j'en ai jamais vu pour la première année où il y a de la terre entre chaque feuille. Donc un chicon, je peux même pas le servir en entier, je suis obligé de l'effeuiller feuille à feuille. Ah oui, ça nous on s'en rend pas compte, hein, parce que le chicon qu'on achète... Ouais, il est propre, il n'y a rien à faire. Il faut à peine le nettoyer. C'est juste, vous le prenez, vous le croquez direct, mais tous nos légumes qu'on reçoit, même que ce soit les salades, tout c'est un travail, les salsifis, je ne sais pas. Logiquement, on sait manger un salsifis avec la peau, on gratte un petit peu, mais les salsifis qu'on reçoit... de nos propres maraîchers, on est obligé de les éplucher parce que du coup la terre est tellement incrustée. Les topinambours, c'est juste une corvée. Parce que les topinambours, pareil, quand vous allez dans une grande surface, où souvent ils sont tous calibrés, ils sont tous un petit coup d'économe. Mais moi j'en ai même à la maison aussi, quand on les sort, on dit mais qu'est-ce que c'est quoi? C'est tellement biscornu dans tous les sens. Donc ça c'est un travail énorme que nous on doit faire au restaurant. Ouais, et qui implique aussi, parce que vous travaillez beaucoup les légumes, vous venez de le dire, mais ça implique que vous travaillez beaucoup moins la viande et le poisson? Alors déjà, on a deux formules, la formule du midi et la formule du soir. Le midi, donc c'est un buffet végétal, donc il n'y a pas de produit animal. Et le soir, donc c'est un menu qui est plus ou moins imposé. On impose, il reste juste le choix de la longueur du menu entre 4, 6 ou 8 services. Et donc dans ce menu, il y reste toujours un coquillage, un poisson, une viande qui garde sa place, mais en petite quantité, quoi. Ouais, mais donc ça, cette formule, cette volonté, c'est vraiment une volonté que vous avez d'aller vers le végétarien, puisque vous avez même fait pour le midi un menu spécial végétarien. Ouais. C'est pas fréquent quand même. C'est vraiment un choix tout à fait spécifique, tout à fait particulier. C'est pour montrer aux gens qu'on peut manger, pas uniquement végétarien, c'est parce que je pousse, mais à limiter sa consommation de viande et de produits animaux en général. Ouais. Alors, on repasse du côté de la création et du textile. Lise Rose, expliquez-nous un petit peu, montrez-nous, vous êtes venue aussi, vous, accompagner de vos créations. Parce que quand on dit course cadeau et qu'on imagine qu'on va chercher pour ses enfants, par exemple, la dernière poupée à la mode ou les jouets dont on ne citera pas le nom ce soir, on imagine que c'est peut-être difficile d'aller justement vers des objets comme les vôtres. Alors, expliquez-nous peut-être d'abord ce que vous faites, et puis on parlera de la réaction du public après et des clients après. Oui, donc moi je vais rechercher les chambres à air dans des points de réparation de vélos. Je les découpe, je les nettoie, c'est un long travail. Aussi. Oui, aussi, parce que quand je les prends, elles ne sont pas très propres. Voilà, vous pourriez vous associer. Voilà. En nettoyage, oui. Et donc ensuite, vous en refaites de nouveaux objets. Comment réagit le public face à des objets comme ceux-là? Est-ce que vos clients sont essentiellement des convaincus?
à la base, non, mais tout le monde trouve ça intéressant. Ouais, mais est-ce que c'est difficile c'est difficile entre guillemets, à vendre ce genre de produit-là? Surtout pendant les fêtes, je dirais, hein, dans les marchés de Noël, par exemple, où vous allez. C'est l'attrait, justement, d'offrir quelque chose de différent qui intéresse les gens. C'est justement pas ce que tout le monde va offrir. Et donc, c'est le petit plus. Voilà, j'ai vraiment cherché quelque chose de différent pour toi. Et c'est ça qui intéresse. Anna Balès, comment réagit le client? Parce que le fait de ne pas posséder ces vêtements, ça change quand même un tout petit peu le rapport. Hein, mais nous aussi, nous, on aime bien se dire, donc on a nos coffrets de Noël, donc, où les gens peuvent offrir donc, des bons pour s'abonner. Donc ça, ce sont les coffrets que vous avez là devant vous. Oui, notamment pour la maternité. On aime bien s'amuser, donc on se dit cette année, on va fabriquer des trousses de maquillage avec des vêtements que l'on a sortis du dressing. Donc ça, c'était une tunique, je m'en souviens bien d'ailleurs. Donc vous recyclez les vêtements, oui, donc vos anciens vêtements. Et donc là-dedans, oui, ça c'était un petit pull pour enfants. Et donc on a même marqué les prénoms, donc c'est Fatima, Karima et Rachida qui les ont fabriqués. Tant qu'à faire, vraiment c'est complètement sourcé. Et là-dedans, il y a un bon pour s'abonner. Et on se dit, le soir du réveillon, on manque de sujets. Ça peut être chouette de parler de ça, de la non-possession. Et entre les générations, il y a un débat qui peut se créer qui est très intéressant parce que voilà, il y a génération X et Y qui est de plus en plus habituée à ne pas posséder, contrairement aux autres générations. Donc, qui ont été habituées à ça. Il y a vraiment une question de génération, vous le sentez? Oui, complètement. Vraiment, il y a la génération Netflix, la génération Airbnb, la génération Drive Now. Voilà, ces gens qui préfèrent utiliser mieux autre chose plutôt que de posséder à soi pour plus cher en fait finalement. Ouais, donc plus des jeunes. Bon, évidemment, vous faites des vêtements pour enfants aussi et pour femmes enceintes, donc ça limite déjà. Mais vous vous rendez compte en tout cas que l'attrait pour ce genre de produit est quand même assez défini en termes de profil. Oui, c'est défini je pense que c'est un peu comme toi, des gens qui ont envie de consommer autrement. Et les alternatives existent et donc ils sont souvent très heureux de voir que ça existe. Et idem pour les fêtes. Et ça, vous en rendez compte maintenant? Ah oui, il y a vraiment un attrait. Se dire, on va offrir, c'est vraiment comme toi, un cadeau différent. On va faire autre chose. J'ai pensé à toi parce que je sais que ça te représente. La non-possession, c'est quelque chose qui peut te représenter. Et voilà, donc on aime beaucoup ce discours-là. Alors j'avais envie de vous demander encore, Véronique Saucier, Damien Bouchéry et Eric Rogman, la fête, les fêtes de fin d'année, les menus de Noël, souvent c'est synonyme de bûches, de foie gras, de mets un petit peu exceptionnels qui sortent de l'ordinaire. Est-ce qu'on peut quand même vraiment faire la fête avec du local, Véronique Saucier? Là, vous nous avez préparé en plus des petites assiettes. Une petite assiette de fête. Donc ça, c'est typiquement une assiette de fromage de fête, par exemple? Oui, pour moi, là, il y a tout ce qui peut représenter, la fête. C'est vraiment, c'est joli, c'est bon, ça sent bon, vous l'avez dit. Je vais les passer par ici, si vous voulez. Merci. Aujourd'hui, je crois que, comme tu le disais, effectivement, les gens on est dans un changement de génération, à mon avis, et les gens essaient de retrouver d'autres valeurs. Et par exemple, faire la fête aujourd'hui, on s'aperçoit que le client fromage, il va avoir envie d'une raclette pour le soir de Noël. Donc, faire une vraie raclette qu'on racle, hein, donc où on a un vrai fromage, un demi-fromage, on met sous un appareil et on va et ça, c'est belge aussi. Hein. Et ça, c'est belge. Ça vient de la montagne belge, puisque ça vient du signal de Botrange. Ah oui. De Wél, exactement. Ça s'appelle le Valais. C'est fabriqué à la façon d'une raclette valaisanne. Par un jeune fromager qui ne fait que ça. Et alors, je voyais Damien Bouchéry qui levait les yeux quand même à l'idée de manger une raclette le soir de Noël. Parce que vous, en plus, fabriquez tout vous-même. Hein, on ne l'a pas dit, mais les conserves, les légumes fermentés, vos fromages, vous les fabriquez vous-même aussi, le pain aussi. Oui. Est-ce qu'on peut alors comment est-ce qu'on peut envisager, Damien Bouchéry, un menu de Noël festif, mais tout en restant respectueux de l'environnement, des producteurs, des produits? Mais de toute façon, ce qui est quand même intéressant dans les repas de Noël, c'est quand même d'avoir beaucoup de choses, petites choses variées. Une raclette, ça va pas trop me tenter. Ça peut, voilà. Mais oui, on peut. Moi, ce que je pense qu'il faut faire attention, c'est à ne pas surconsommer dans le fait où
souvent à Noël on a tendance à acheter beaucoup de choses, mais en quantité un peu illimitée parce que du coup on veut que ce soit festif et voilà. Donc je pense qu'il faut faire attention à sa consommation et ne pas forcément se jeter sur non plus des produits qui coûtent cher ou des produits qui nuisent à l'environnement ou aux animaux comme le foie gras. Enfin, voilà, donc vous, c'est Noël sans foie gras, en tout cas, on l'a bien compris, oui, Damien Boucher. c'est sûr, oui. Alors, Eric Rogman, peut-être pour terminer, le chicon, je vous le demandais tout à l'heure, c'est vraiment un mets de fête. Vous me disiez d'ailleurs que vous vendiez beaucoup de chicons en période de Noël. Hein. Oui, le chicon plein terre, c'est déjà un produit un peu différent que le chicon de hydroculture. C'est vraiment, on le cultive que quelques mois par an, donc c'est vraiment un produit de saison. C'est un produit de terroir aussi, parce que c'est qu'en Belgique que vous le trouverez. Et c'est un produit cher ? Vu que ça a beaucoup plus de travail intensif et manuel, c'est plus cher, en effet. Mais la qualité est là aussi. Ouais. Donc, du coup, oui, c'est un produit différent, quoi. Mais c'est ça aussi qu'il est bon pour utiliser, par exemple, dans les fêtes, quand on veut un produit un peu plus luxueux. Et vous, c'est quoi votre manière préférée de les manger, vos chicons ? En général, tout simplement, juste les braiser, parce que comme ça, je le goûte le mieux. Voilà. Eh bien, merci en tout cas à tous les 5 de nous avoir donné vos visions des fêtes de fin d'année, vos visions de cette période festive. Alors, je précise quand même, parce qu'on n'a pas fait, Véronique Saucier, que si vous avez mis cette belle blouse, c'est parce que vous êtes première fromagère de Belgique. 2016, oui. 2016, qui correspond un petit peu à Premier ouvrier de France. C'est ça, c'est un concours d'excellence professionnelle qui a lieu tous les 2 ans et qui est organisé par l'Union professionnelle des fromagers détaillants et le ministère des classes moyennes. Eh bien, merci à tous les 5 et puis bonne fête. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et je vous souhaite évidemment d'excellentes fêtes de fin d'année. À l'année prochaine.